Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu, on se rejoint aujourd'hui pour parler du concept de novlangue. Ce concept a été développé par George Orwell dans les années 50 dans sa fameuse dystopie 1984. Alors la novlangue, c'est un concept qui est majeur et qui est intéressant parce que c'est tout simplement un concept qui, si vous n'y prêtez pas garde, eh bien, va vous aliéner et va modifier votre manière de penser et va même orienter votre manière de penser et même délimiter le précaré dans lequel vous avez le droit ou la possibilité de penser. Alors comment ça fonctionne la novlangue? Eh bien tout simplement, George Orwell montre qu'il y a une intrication, un rapport de synergie entre le langage et la pensée. Plus vous avez de mots pour penser, et plus vous pouvez avoir une pensée qui est complexe et qui est donc proche de la réalité, donc lucide. Et puis plus vous avez de mots, et plus vous avez de vocabulaire, et plus vous pouvez mettre de mots avec précision sur ce que vous voyez, sur ce que vous sentez, et sur les pensées complexes que vous avez formées. Si vous voulez vérifier la véracité de ce rapport qu'il y a entre le langage et les pensées, eh bien, il suffit simplement de fermer les yeux quelques instants et essayer de former une pensée complexe sans mots. Ça n'est tout simplement pas possible, vous avez besoin de mots pour former des pensées complexes. Mais au-delà du fait qu'il faille des mots pour former des pensées complexes, il faut aussi des mots pour communiquer quelque chose que l'on a senti ou que l'on a vu. C'est-à-dire que tout simplement pour décrire le réel de ce que vous sentez, de ce que vous ressentez, ou de ce que vous avez vu, ou de ce que vous voyez, eh bien il faut forcément une palette importante de mots pour être, encore une fois, précis et pour être lucide. Et donc, plus on va réduire le nombre de mots que vous connaissez, plus on va réduire la langue, et plus on va cadrer le précaré dans lequel vous pouvez penser, et plus on va pouvoir le réduire et faire en sorte que votre pensée eh bien, ne soit plus lucide, ne soit plus complexe, et du coup eh bien, soit une pensée complètement erronée ou alors complètement déconnectée de la réalité. Mais le novlangue ne s'arrête pas là, puisque le novlangue est aussi capable, comme le montre Orwell dans 1984, eh bien de vous manipuler en changeant le sens des mots. Il va jusqu'à montrer qu'on peut faire croire aux gens par des slogans que la guerre c'est la paix, que la liberté c'est l'esclavage. Et en fait, eh bien on a l'impression, parce qu'Orwell va très loin, on a l'impression que tout ça, ça ne peut pas arriver dans la réalité. Et en fait, je vais vous montrer juste après, par des cas concrets, que c'est déjà le cas. On est déjà en train de manipuler vos pensées, en manipulant le sens des mots, ou bien en réduisant les mots avec lesquels vous avez le droit de penser. Tout simplement en enlevant certains mots, il y a certains mots qui sont oubliés, qu'on n'utilise plus, ou bien tout simplement en faisant de certains mots des mots radioactifs. C'est-à-dire tel ou tel mot va être un mot d'extrême droite, tel ou tel mot va être un mot d'extrémiste religieux, tel ou tel mot. Bref, on crée des radioactivités dans les mots qui font qu'on n'a plus le droit d'utiliser ces mots, parce que si on les utilise, eh bien on est ou d'extrême droite, ou raciste, ou un méchant réactionnaire, ou anti-progressiste, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'est le novlangue. Et donc là, je vais essayer de vous faire comprendre et d'approfondir avec vous la compréhension de la novlangue, tout simplement en vous donnant des cas concrets de novlangue dans le réel et de l'impact que ça peut avoir eh bien, sur vous si vous êtes dans la situation ou sur les personnes qui se trouvent dans les situations que je vais décrire. Alors comme exemple de novlangue, on pourrait parler déjà du mot peuple. On n'utilise plus tellement ce mot peuple à la télé, on parle de société civile. Eh bien tout simplement parce que quand on parle de mot peuple, ça signifie qu'il y a un rapport de domination, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de domination entre l'exécutif, c'est-à-dire le pouvoir politique, et le peuple sur lequel s'exerce ce pouvoir. Et aujourd'hui, quand on parle de société civile, bien c'est plus neutre. La société civile, ça englobe tout le monde, y compris les personnes qui sont membres de l'exécutif. Et donc du coup, on n'arrive plus à dissocier sur qui le pouvoir s'applique et sur qui le pouvoir ne s'applique pas ou s'applique moins parce que c'est eux qui forment le pouvoir. Il y a aussi des concepts de novlangue, en tout cas des mots de novlangue, dans le management. C'est là où il y en a le plus d'ailleurs, je crois, en entreprise. Par exemple, on va parler d'optimisation des pratiques en entreprise, au lieu de dire on va mettre un grand coup de pression à nos équipes pour qu'elles soient plus productives. Non, on va préférer dire
nous allons faire une audit par une société privée ou par des personnes internes à l'entreprise. Et puis, avec cette audit, nous allons essayer d'optimiser nos pratiques de travail. Ce qui consiste en réalité, dans les faits, à mettre un coup de pression à toutes les équipes pour qu'elles soient plus rapides, plus productives, voire qu'elles fassent des heures supplémentaires. Il y a aussi d'autres mots comme cela. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez chercher un emploi, avant on disait je vais chercher un emploi, je vais vendre ma force de travail, pour les plus conscientisés et les plus politiques. Certains disaient je vais chercher de quoi subsister, c'est-à-dire de quoi avoir un salaire, peut-être de quoi m'épanouir, de quoi m'émanciper, pour ceux qui pensent que le travail peut être objet d'émancipation. Aujourd'hui, on dit tout simplement, quand on va chercher un travail, on dit qu'on va se vendre. Les choses ne peuvent pas être plus claires, vous allez vous vendre. Et avant, vous vendiez votre force de travail, vous étiez conscient de vendre votre force de travail. Aujourd'hui, c'est vous-même que vous vendez. D'ailleurs, en entreprise, on parle beaucoup de savoir-être. Vous savez, ce fameux savoir-être qui est important, qui en réalité, là encore, on est dans la novlangue, le savoir-être, c'est savoir être soumis. C'est savoir ne jamais rien dire qui n'aille pas dans le, dans le sens de l'entreprise et dans le sens de ce qu'on appelle être corporate. C'est-à-dire, encore un mot de novlangue, être corporate, c'est tout simplement aller dans le même sens que tout le monde, dans le consensus de l'entreprise, sans jamais aller dans le dissensus, au grand jamais, parce que vous seriez taxé d'être une personne qui ne sait pas être et une personne qui ne sait pas être en entreprise. Il y a aussi quelque chose de plus saillant, c'est que vous avez dû le remarquer peut-être, aujourd'hui on ne parle plus de plans sociaux. À la télé, vous savez, quand lors de grands journaux, aux 20h ou aux 13h, on nous expliquait que telle ou telle entreprise allait licencier des gens, on nous parlait de plan social. Et on disait, voilà, telle entreprise va faire un plan social parce qu'elle ne va pas bien, ou bien parce qu'elle veut délocaliser. Alors évidemment, on ne nous le vendait pas comme ça, on nous disait, c'est pour optimiser les finances, optimiser la productivité. En gros, c'est pour délocaliser, payer moins d'impôts, etc., etc. Vous connaissez. Mais en tout cas, on nous parlait avant de plans sociaux. Les choses étaient simples, on savait qu'on allait virer plein de gens. Aujourd'hui, on parle de plan de sauvegarde de l'emploi. Vous avez vu comme ça sonne mieux à l'oreille, plan de sauvegarde de l'emploi. C'est toujours la même chose, on met toujours des vies sur le trottoir, on balance toujours des gens d'une entreprise à laquelle peut-être ils ont donné beaucoup d'années de leur vie et beaucoup de passion. On les met sur le trottoir, on les balance, mais on appelle ça un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire qu'on est là pour sauvegarder de l'emploi. Qui pourrait être contre un plan de sauvegarde de l'emploi? Évidemment, tout le monde est pour un plan de sauvegarde de l'emploi. Ça vous permet en fait d'accepter le plan social d'une manière beaucoup plus aisée avec ce mot-là. Et puis on ne parle plus également de lutte des classes. Alors on parle encore quelques fois de classe sociale, le moins possible, mais en tout cas on ne parle jamais de lutte des classes. Ça y est, c'est terminé. Ce sont des choses qui n'existeraient soi-disant plus. Toutes les classes sociales auraient un but commun et auraient des intérêts communs. Évidemment, tout cela est fait pour que les classes les moins aisées, en fait, ne réclament pas, par des luttes sociales justement, de nouveaux droits, un partage de la valeur, un partage des bénéfices qui sont faits en entreprise, etc. On veut nous faire croire que nous avons tous un but commun. Alors quand je vous parle de lutte des classes, il ne s'agit pas forcément de guerre civile, c'est tout simplement de comprendre que chaque classe sociale, chaque champ social, dirait Bourdieu, a des intérêts qui sont propres à son champ social ou à sa classe sociale, et ils ne peuvent évidemment pas être les mêmes que les autres classes sociales, même si on peut convenir que certains buts et que certaines choses peuvent être communes entre toutes les classes. Il y a forcément des intérêts qui sont inhérents à chaque classe, et donc il y a forcément une lutte des classes. Et quand on nous explique qu'il n'y a plus de lutte des classes ou qu'il n'y a plus de classe, c'est tout simplement en fait pour annihiler en fait cette lutte des classes, et que ceux qui sont exploités ou en position d'être dominés ne luttent plus contre leur domination, qu'ils avancent sans jamais plus se défendre. Aujourd'hui en entreprise, vous avez dû le remarquer aussi, on ne parle plus du tout de salariés. Toujours la même chose, quand on dit à quelqu'un qu'il est un employé ou un salarié, on met le doigt sur le rapport de domination qu'il y a. C'est-à-dire qu'un salarié ou un employé est quelqu'un qui est dans un rapport de subordination, puisque c'est la nature du contrat de travail, c'est-à-dire la subordination de l'employé par rapport à sa hiérarchie.
Et aujourd'hui, on va plutôt parler, en fait, pour cacher ce rapport de subordination, ce rapport de domination, on va parler de collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des collaborateurs. Ce seraient des gens, en fait, qui sont un peu des copains. D'ailleurs, on voit en entreprise qu'il y a un grand esprit de copinage, hein. On appelle ça l'intégration. On appelle ça aussi peut-être le fait de savoir s'intégrer à son espace de travail. Et il y a beaucoup de copinage parce que les collaborateurs, eh bien pour qu'il y ait un ciment d'entreprise, doivent sortir ensemble après le travail. Il y a beaucoup d'after work aujourd'hui dont on parle, c'est-à-dire ces espèces de réunions après le travail qui sont pas véritablement officielles, mais si vous n'y êtes pas, vous loupez tout ce qui est important. Et donc tout cela devient obligatoire. Et vous êtes un collaborateur, c'est-à-dire que vous êtes un grand copain, comme le membre d'une grande famille à laquelle vous appartenez, évidemment, tant que vous êtes dans l'esprit d'entreprise, que vous servez les intérêts du patron, que vous servez les intérêts du PDG. Sinon, ça n'est pas, vous ne faites plus partie de la famille, vous n'êtes plus un copain, vous n'êtes plus un collaborateur. Mais ça, on ne vous le dira jamais, puisque le but du mot collaborateur est tout simplement de masquer ce rapport de subordination. J'y reviens. Ensuite, sur d'autres sujets, dans d'autres sujets, par exemple, on a la gauche antiraciste qui a tendance à ajouter en fait des adjectifs colorimétriques à des concepts qui sont pourtant universels. Par exemple, quand on parle de liberté, eh bien, il y a des gens qui vont vous parler de liberté comme un concept de blanc. Et donc du coup, eh bien, ce concept-là serait nul et non avenu. Quand on parle d'émancipation, eh bien oui, mais c'est l'émancipation blanche, ça ne nous intéresse pas. C'est flagrant par exemple dans le cas du féminisme. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes vont nous dire « Vous êtes gentil avec le féminisme en France, mais c'est un féminisme blanc, on n'en veut pas. » Comme s'il y avait des nuages occidentaux, comme s'il y avait de l'eau occidentale, comme s'il y avait une science blanche, une science noire, une science jaune. Véritablement, c'est n'importe quoi. On voit que dans les sciences sociales, sous la plume de ces antiracistes en carton, eh bien, il y a une résurgence en fait du concept de race. Soi-disant, sous leur plume, le concept de race serait finalement eh bien, un concept sociologique. En tout cas, toujours est-il qu'ils remettent à la mode ce concept racial et puis qu'ils la collent à des concepts qui sont censés être universels. Là encore, on est dans la novlangue, parce qu'on essaye d'invalider en fait l'universalisme républicain, par exemple, en nous expliquant que c'est un concept de blanc et que du coup, on n'a pas besoin d'aller voir ce que c'est véritablement, on n'a pas besoin d'en mesurer la pertinence, d'en mesurer comment dire, la pertinence, savoir si c'est un bon concept ou pas, si c'est quelque chose d'intéressant ou pas, c'est blanc. Donc c'est nul et non avenu, on n'a pas à y réfléchir. Ensuite, dans d'autres sujets, on a également une déstructuration de la famille avec la novlangue. On nous parle en ce moment, par exemple, de plus en plus, dans de plus en plus d'écoles ou dans de plus en plus d'administrations, au lieu de parler de papa et de maman, on va parler de parents 1 et de parents 2. Alors ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, des animaux ensemble peut-être, je sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter. En tout cas, on a parent 1 et parent 2, donc on signifie par là, de manière plus ou moins implicite, même si là c'est assez clair, eh bien on signifie que la famille traditionnelle n'est plus la bienvenue, et en tout cas qu'elle n'a plus le monopole de la normativité de notre pays. Ensuite, il y a d'autres mots de novlangue qui sont accolés à l'immigration. Ça, c'est très souvent parce que, vous l'avez vu, dans la religion diversitaire, la religion immigrationniste à laquelle on essaye de nous faire adhérer de gré ou de force, eh bien, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de résistance quant à l'immigration. On voit que ça ne marche pas beaucoup, puisque la majorité des Français sont contre l'immigration de masse. Mais on va parler, par exemple, de sans-papiers. On va parler de sans-papiers pour parler de gens qui, en réalité, sont des migrants qui arrivent dans un pays de manière tout à fait illégale et sans jamais y être invités. Et donc, ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur le pays sur lequel ils sont rentrés en violation totale de son code civil. Eh bien, on va parler de sans-papiers, c'est-à-dire que ce sont des gens, voilà, ils n'ont pas de papiers, ils les ont perdus, voilà, ce sont juste des sans-papiers, bientôt ils vont en avoir, vous inquiétez pas, voilà, ce sont des sans-papiers. En fait, ça neutralise la possibilité de penser que ces gens n'ont absolument rien à faire sur notre territoire et qu'ils sont là en violation totale de la loi française. Et puis, on va également, pour ces mêmes étrangers migrants, on va nous naturaliser ce mot migrant. Comment? Eh bien, tout simplement, on va nous dire que l'immigration, c'est quelque chose de naturel. Et pourquoi c'est naturel? Eh bien, tout simplement parce que les oiseaux migrateurs, eux aussi, migrent.
Et on va essayer de faire une analogie comme ça en nous disant, mais de toute façon, la migration, ça a toujours existé, c'est quelque chose qui est éminemment naturel, et il va falloir que vous l'acceptiez tout simplement comme une fatalité. Parce que, eh bien, regardez, les oiseaux migrent, les oiseaux n'ont que faire des frontières, alors les migrants, eux aussi, n'ont que faire des frontières. Évidemment, c'est une analogie qui est purement factice et qui tend en fait à naturaliser un phénomène qui ne l'est absolument pas, puisque c'est ce à quoi sert, eh bien, à quoi servent les frontières et à quoi sert, eh bien, l'État-nation, c'est tout simplement à faire en sorte qu'une communauté de destin, eh bien, vive de telle ou telle manière, qu'ils ont choisi ensemble de manière démocratique et qu'il n'y ait pas n'importe qui dans le monde qui arrive, qui rentre et qui fait comme chez lui, en violation totale, encore une fois, je le répète, des règles du pays dans lequel il vient de force, dans lequel il vient imposer eh bien, son être alors qu'il n'y a pas été invité. On va également parler, sur un autre sujet, on va parler de pédagogie. On l'a vu par exemple lors de l'adoption de la dernière loi retraite, on a vu un gouvernement venir sans arrêt dans tous les médias, toutes les radios, toutes les presses écrites et à la télé, faire de la pédagogie. Et là c'est pareil, avant on nous expliquait, dans la langue normale, dans ce que Orwell appellerait l'ancilangue, c'est-à-dire l'ancienne langue, eh bien on venait faire de l'information, c'est-à-dire qu'on venait expliquer ce qu'est la loi retraite. Il y avait éventuellement quelques débats entre les personnalités politiques ou les intellectuels qui n'étaient pas d'accord entre eux, qui permettaient de lever tel ou tel argument. Ça permettait au peuple de se faire une idée et ensuite de décider démocratiquement. Là, à chaque fois que le peuple décide et dit non, le gouvernement vient et nous dit « Ah, c'est qu'on n'a pas fait assez de pédagogie ». Et vous comprenez bien en fait ce que ce mot « pédagogie » a de condescendance et a d'autoritarisme finalement, parce que c'est une autorité extrêmement verticale, parce que si on nous fait de la pédagogie, ça veut dire que ceux qui viennent, ce sont des pédagogues, ce sont ceux qui savent, qui viennent nous expliquer à nous, pauvres idiots, qui ne savent pas, eh bien pourquoi ceux avec quoi on n'est pas d'accord, eh bien nous avons tort de ne pas être d'accord avec, et il va falloir qu'on soit quand même d'accord avec eux, parce que c'est ça la raison avec un grand R. Et donc, tant que nous n'aurons pas compris, on va nous faire sans arrêt comme ça de la pédagogie pour nous éduquer, voire peut-être même, si jamais j'avais un langage un petit peu communiste, peut-être qu'on essaye de nous rééduquer. Et on le voit ça de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a des gouvernements de plus en plus autoritaires qui viennent et qui nous expliquent que quand le peuple vote, quand le peuple par exemple est contre l'immigration, eh bien c'est pas parce que le peuple a pesé le pour et le contre en tenant compte des tenants et des aboutissants de l'immigration de masse et qu'il a en conscience décidé que ça n'était pas une bonne chose et qu'il ne veut pas l'immigration de masse. Non, 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 c'est tout simplement, nous disent les gouvernants, nous dit l'exécutif et nous disent les gens de la Commission européenne qu'on n'a pas fait assez de pédagogie. Ces gens-là ne comprennent pas. On va faire de la pédagogie, vous allez voir, ils vont comprendre. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est de la novlangue et c'est quelque chose qui est fait tout simplement pour vous faire accepter d'être mis en position d'imbécile apprenant qui n'est pas un adulte, qui est un mineur et qui va écouter l'exécutif lui expliquer pourquoi il ne doit pas penser ce qu'il pense, pourquoi il ne doit pas dire ce qu'il dit et pourquoi il ne doit pas voter ce contre quoi il prétend vouloir voter ou dans le cas de la réforme des retraites, ben pourquoi il ne faut pas être contre cette réforme, même si on l'est, eh bien ça veut dire qu'on est un petit peu hors de la raison, et c'est ce qu'on a senti tout le long du débat des retraites. Et en fait, il y a plein de mots comme ça qui sont changés et modifiés, et puis il y a aussi tout simplement des mots qui sont oubliés, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus. On va nous expliquer, je le disais tout à l'heure en début de vidéo, que par exemple parler de français de souche, eh bien c'est quelque chose qui est affilié à l'extrême droite. Ce mot est radioactif. Il ne faut pas utiliser ce terme-là, parce que sinon vous êtes le FN, vous êtes le RN, vous êtes l'extrême droite, sans jamais évidemment définir l'extrême droite. Là encore, on est dans la novlangue. C'est-à-dire que tout ce qui est à gauche de l'extrême, tout ce qui est à droite, pardon, de l'extrême gauche, on a l'impression que c'est l'extrême droite aujourd'hui. Et donc les mots sont véritablement vidés de leur substance et vidés de leur sens. On nous explique que si jamais vous utilisez le mot et le terme français de souche, qui a pourtant une consistance, eh bien on nous explique que c'est être d'extrême droite et donc du coup,
Jamais il n'y a de contre-argumentation, c'est tout simplement vous n'avez pas le droit de penser le français de souche. Vous n'avez pas le droit de penser l'identité française, ça n'existe pas. Vous n'avez pas le droit de penser la culture française. Notre président nous disait il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France. Vous voyez ? On nous parle de vivre ensemble, par exemple, sur le même sujet, alors que le vivre ensemble qu'on nous vend, c'est tout simplement le communautarisme américain, qui est en réalité le vivre à côté, puisque toutes les communautés vivent, elles, ensemble, mais à côté les unes des autres. Si jamais on voulait un véritable vivre ensemble, eh bien ça s'appelle assimilation, ça s'appelle intégration dans le pire des cas. Mais là, attention, assimilation, intégration, universalisme républicain, là vous êtes déjà très très à droite et vous n'êtes pas loin de l'extrême droite. Vous êtes même soupçonné en réalité d'être un raciste qui se cache derrière l'universalisme républicain. Vous voyez, on prend des termes et des mots comme ça, et ça fait partie de la novlangue. On rend les mots radioactifs et du coup vous n'avez plus le droit de les utiliser. Si vous n'avez plus le droit de les utiliser, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de penser les concepts affiliés à ces mots, et du coup vous n'avez plus le droit d'aller penser sur ce terrain-là. Et c'est de cette manière aussi qu'on va cadrer votre pensée. Alors l'antidote à tout ça, l'antidote à cette fameuse novlangue. Parce que dans le système libéral qui est le nôtre, contrairement à la dystopie de George Orwell, il n'y a pas un parti politique, un pouvoir central qui a sa novlangue à lui et qui l'impose à tous. C'est plus compliqué que ça. En pays libéral, vous avez différents lobbying qui vont imposer chacun leur novlangue. Ça va être le lobbying néo-féministe, ça va être les lobbies LGBT, ça va être l'exécutif. Évidemment, la langue de bois des partis politiques en général et de l'exécutif. Vous allez avoir la novlangue des écologistes, vous allez avoir la novlangue de certaines personnalités d'extrême droite, vous allez avoir également la novlangue de l'extrême gauche, vous allez avoir la novlangue des communistes, etc., etc. Vous déclinez ça à toutes les sensibilités sociétales, politiques, économiques qui existent. Chacun a sa novlangue parce que chacun essaye de vous faire avaler le concept, de vous faire avaler la chose en vous faisant avaler le mot. Et tout simplement pour se protéger de tout cela, eh bien, il faut faire un petit peu d'étymologie, c'est-à-dire revenir au sens des mots, à la base du sens des mots. Mais pas seulement, il faut faire un petit peu de philologie, c'est-à-dire d'étude du langage. Mais voilà, il ne s'agit pas de faire une thèse, il s'agit simplement de voir, quand on vous met un nouveau mot dans l'espace médiatique ou dans l'espace public, eh bien d'aller voir d'où sort ce mot, qui a théorisé ce concept, pour quelles raisons, dans quel contexte, et quelle a été la vie en fait du mot et quel sens il a pu prendre à différentes époques. Ça vous permet de ne pas vous laisser manipuler par un sens erroné du mot, par exemple. Et puis vous pouvez également, et ça c'est très important, et je le dis dès le plus jeune âge, lire beaucoup de livres. Parce que ça vous permet d'avoir beaucoup de vocabulaire et du coup de mettre beaucoup de nuances dans vos pensées afin d'être de plus en plus précis pour être de plus en plus lucide. Et puis le fait de lire des essais politiques, philosophiques, sociologiques, historiques, anthropologiques, etc. ça vous permet parfois de découvrir de nouveaux concepts et du coup, très souvent, de pouvoir mettre des mots sur des choses que vous avez déjà senties, mais sur lesquelles vous ne pouviez pas mettre de mots et du coup, vous ne pouviez pas communiquer ces choses-là et vous ne pouviez pas dire ce que vous ressentiez, vous ne pouviez pas dire ce que vous aviez vu parce que vous n'aviez pas le concept pour le nommer. Et ça, c'est important de lire pour ces raisons-là. À qui ça n'est pas arrivé de déjà lire un livre et de se dire « Mais purée, ce qui est écrit dans ce livre, en fait, je le savais, mais je ne l'avais pas verbalisé. Je le savais, mais je ne l'avais pas conscientisé comme ça. Je le savais, mais je ne l'avais pas décrit de cette manière. » Eh bien, c'est précisément à ça que sert la lecture. Ça nous permet de comprendre et d'apprendre de nouveaux concepts extrêmement fins et extrêmement précis et de pouvoir après nous, dans notre quotidien, les mettre en synergie les uns avec les autres afin de définir la complexité de la réalité, de la comprendre et de pouvoir en plus communiquer la complexité de cette réalité. Et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper important dans la lecture, en plus d'évidemment, comme je vous l'ai dit, vous donner beaucoup de vocabulaire, vous aider au niveau de l'orthographe et vous aider au niveau de la structuration de la langue française en général. Donc ça vous permet de mieux vous exprimer et de mieux faire coller ce que vous dites à ce que vous pensez et de mieux verbaliser ce que vous pensez et ainsi de former des pensées
véritablement structuré et d'avoir une réflexion qui est véritablement structurée, ce qui vous permet en fait de faire face justement à tous ces fameux lobbies dont j'ai parlé et qui vous font de la novlangue en essayant de vous manipuler et de manipuler la pensée, de manipuler la manière dont on pense les choses, dont on pense le monde et dont on voit le monde en manipulant le langage. Et c'est exactement ce à quoi essayait de nous mettre en garde George Orwell dans 1984. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui de la novlangue. En tout cas, moi je vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des choses à rajouter par rapport à cette vidéo ou alors des questions à formuler, j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao.